Donc, bien sûr, l'idée derrière ces scénettes, c'est de sensibiliser les patients comme les soignants au fait qu'en face d'eux, derrière la blouse ou derrière la maladie, il y a bien un être humain et que c'est cette humanité qui nous unit et qu'il faut savoir dépasser les a priori pour pouvoir avoir une relation équilibrée et respectueuse. Donc la revue qui est sortie, qui est parue en décembre est bien sûr toujours disponible, réservée aux adhérents parce qu'il faut bien que les valeureux adhérents qui nous font le soutien de payer leurs cotisations régulièrement et nous permettent de continuer à avoir des actions pour défendre les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, donc peuvent recevoir cette revue. Donc là, il me semblait qu'il y avait une petite animation, Damien. Ton micro est coupé. Elle est là. Et voilà. Manifestement, ce soir, le débit n'est pas avec nous. Donc, je vais passer à la suite. Bon, bien sûr, s'il n'y a pas de problème technique, ce n'est pas amusant. Merci, Damien. Et donc voilà, nous revoilà sur nos bonnes slides. Donc les webconférences de Landar, comme vous le savez, c'est 45 minutes de conférence chaque mois suivi de un quart d'heure de questions. C'est à 18h30 à chaque fois, mais en replay tout de suite après si vous n'avez pas pu vous connecter. Donc vous pouvez retrouver les 10 thèmes qui ont été abordés sur l'année passée. Et pour les conférences à venir, le risque cardiovasculaire le mois prochain, le 12 février, pardon, toujours à 18h30. Et puis vous découvrirez au fur et à mesure de l'année le programme qui est disponible sur le site de l'association, bien sûr. Donc maintenant, je laisse enfin la parole au professeur Dougados qui va nous partager donc la polyarthrite rhumatoïde sans question pour mieux gérer la maladie. Professeur Dougados, bonsoir et merci beaucoup. Oui, bonsoir. Merci Sonia, merci de cette invitation. Oui. En fait, il y a deux objectifs en fait. C'est vous présenter le livre qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde en sans question, mais également discuter avec vous du futur, je crois, en tout cas, tel que je vois le futur de la prise en charge des malades souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Je ne sais pas si, à l'échelon français, les associations de patients, comme à l'échelon européen, refusent maintenant de se faire appeler patients et personnes. Donc, souvent, les associations de patients européens, quand j'avais ma petite casquette de président de la communauté européenne, voulaient qu'on dise de people en anglais, c'est-à-dire personnes avec polyarthrite rhumatoïde et non pas de patients, ce qui est peut-être pas si bête que ça et on va essayer de voir pourquoi. Avant de vous présenter le livre, je vais essayer de vous résumer la problématique, mais heureuse, la problématique heureuse à laquelle nous sommes confrontés. Et pour cela, voilà un petit peu l'agenda de ma présentation. Et alors, je vais commencer par les questionnements. À l'heure actuelle, et tant mieux pour les patients, surtout pour les nouveaux patients, nous avons une approche préventive plus que curative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les années 90, quand on voyait un patient en face de nous qui avait des douleurs, qui était fatigué, le but essentiel, c'était de l'améliorer, de lui améliorer sa douleur et de lui améliorer sa fatigue. Alors, bien sûr, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous sommes non seulement, il est possible pour nous de les améliorer, mais également de donner des traitements qui vont prévenir des handicaps futurs. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, on se refuse, quand on voit une polyarthrite débutante, de se dire que cette personne pourrait un jour se retrouver dans une chaise roulante. On n'en veut pas. Or, pourquoi il y aurait un handicap important? Eh bien, ce handicap, il est dû sur ce que vous voyez au milieu, c'est des dégâts, ce qu'on appelle structuraux, c'est-à-dire le cartilage est abîmé, les os sont déformés. C'est ça qui entraîne le handicap. Et pourquoi le cartilage est déformé? Parce qu'avant, il y avait de l'inflammation, ce que vous voyez en rouge. Donc, à l'heure actuelle, on sait que si on traite la partie rouge, l'inflammation,
On n'aura pas la partie médiane, c'est-à-dire la destruction, et donc on n'aura pas le handicap. Mais il faut savoir que quand on voit une personne qui souffre de polyarthrite au début, quand on essaie de savoir est-ce que cette personne risque d'avoir des déformations articulaires, sur quels éléments nous nous basons? Eh bien, curieusement, toutes les études montrent qu'il ne faut surtout pas se baser sur ce que dit le patient. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un patient a très 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 mal au début qu'il va se retrouver avec un handicap à l'arrivée. Par contre, s'il a des gonflements articulaires, s'il a de l'inflammation dans le sang, alors oui, là, il est à risque. Et ça, il faut l'expliquer au patient. Si on ne l'explique pas au patient au tout début, en lui disant pourquoi on veut le traiter, sur quels critères on va le traiter, on ne s'en sortira pas. D'où l'importance, ce qui est en train de devenir de plus en plus important, c'est d'embarquer le patient dans l'évaluation de sa maladie. Imaginez, si vous souffrez d'un diabète, vous savez, immédiatement, les médecins qui vous prennent en charge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, même si vous avez 50, 6 ans, les médecins vont vous apprendre à suivre votre glycémie, le taux de sucre que vous avez dans le sang. Si vous avez une hypertension artérielle, immédiatement, votre cardiologue va vous proposer que vous-même suiviez le critère d'évaluation de la maladie, c'est-à-dire la tension artérielle. Eh bien, de plus en plus, dans les rhumatismes inflammatoires, on fait la même chose, tout simplement pour faire bien comprendre aux malades sur quoi nous allons prendre nos décisions thérapeutiques. Donc, l'importance d'informer le patient et de lui apprendre des méthodes d'évaluer lui-même sa maladie. Mais plus se pose le problème maintenant pour les rhumatologues, est-ce qu'on doit traiter la maladie, la polyarthrite, les rhumatismes, ou bien prendre en charge de manière globale le malade? Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour les médecins, ça? Ça veut dire qu'il y a potentiellement ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées à la polyarthrite. Là, je vous donne un exemple d'une étude qu'on a fait. Par exemple, si un rhumatologue dose le cholestérol chez 100 malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, cette étude qui a été faite dans le monde entier, elle montre que dans 19% des cas, c'est-à-dire pratiquement une fois sur 5, on va détecter un cholestérol anormal. Alors, est-ce que c'est le travail du rhumatologue de faire ça? Est-ce que ce n'est pas le boulot de ce qu'on appelle le check-up de la sécurité sociale ou le travail du médecin généraliste? Malheureusement, toutes les études montrent au cours de la polyarthrite rhumatoïde qu'il y a d'une part ce qu'on appelle des maladies associées qui sont plus fréquentes, en particulier les maladies cardiovasculaires, et c'est pour ça, j'imagine, que le mois prochain, vous aurez une autre session sur le risque cardiovasculaire parce qu'il est plus élevé au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut faire encore plus attention sur les facteurs de risque, la tension artérielle, le cholestérol, le tabac, ainsi de suite. Mais ça, vous en discuterez le mois prochain. Il y en a d'autres maladies qui ne sont absolument pas plus souvent associées à la polyarthrite, par exemple le cancer du sein. Il n'y a pas plus de cancer du sein au cours de la polyarthrite rhumatoïde que dans la population générale. Mais malheureusement, quand on regarde comment détecter le cancer du sein, ben d'habitude, on fait des mammographies à des femmes entre 50 et 75 ans tous les 2 ans. Ben, toutes les études montrent que quand on souffre de polyarthrite rhumatoïde, ben la probabilité d'avoir une mammographie est moindre. Pourquoi? Parce que le médecin généraliste se dit « Oh, ça c'est une polyarthrite rhumatoïde, c'est pour le rhumatologue », et le rhumatologue se dit « Ah ben ça, c'est pas moi qui dois m'occuper de la mammographie ». Donc se pose la problématique à l'heure actuelle de savoir quel est le rôle du rhumatologue au moins dans la détection de ces comorbidités. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et honnêtement, là, on est facilement aidé pour cela. Il y a eu, ce que vous voyez sur cette diapositive dans la partie gauche, c'est un livret qui a été fait à l'intention des patients pour rappeler comment détecter ou prévenir les maladies associées, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire une mammographie, quand est-ce qu'il faut se faire vacciner, quand est-ce qu'il faut faire un dosage de cholestérol, comment l'interpréter. Et des études montrent que finalement, si on peut se faire aider par une infirmière qui a été un peu spécialisée et entraînée, on facilite beaucoup la tâche du rhumatologue. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que le malade, il y a aussi son entourage. Et certains centres ont organisé ce qu'on appelait le café des aidants pour essayer d'embarquer également non seulement le malade, mais également son entourage dans sa prise en charge. Le problème, c'est comment faire pour s'en sortir. Et cette diapositive, pour moi, elle est capitale, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit prendre en charge et qu'on devra prendre en charge de plus en plus les malades dans l'avenir. La première partie, c'est référer. Alors, je sais pas, c'est important pour
qu'il n'y ait pas de malade qui souffre de polyarthrite qui soit traité par exemple par de la cortisone, par le médecin généraliste, sans voir de rhumatologue. Donc il y a une grand questionnement concernant l'information des médecins généralistes, mais également l'information de la population, en disant que si vous avez une articulation gonflée, ben, il faut consulter, il faut aller voir un rhumatologue, c'est peut-être une polyarthrite. Une fois que le rhumatologue voit le malade, et je pense que c'est le cas dans nombre de votre cas potentiellement, le malade est tout seul dans un bureau de consultation avec un médecin rhumatologue. Le rhumatologue fait le diagnostic. Le rhumatologue peut faire des examens, des radios, des échographies, une prise de sang. Il peut voir les résultats, il peut faire le diagnostic de polyarthrite. Le risque là, c'est que ce rhumatologue tout seul, dans son cabinet, soit tenté de commencer le traitement et puis en disant moi je suis capable d'informer le patient, je fais tout. En fait, c'est pratiquement impossible. C'est même impossible de bien le faire. C'est ce qu'on appelle, et pour cela, ce qu'on est beaucoup de centres sont en train de proposer, c'est ce malade-là, chez qui on vient de découvrir une polyarthrite, on lui propose de revenir pendant quelques heures dans un centre où on va lui faire ce qu'on appelle une revue systématique initiale ou une approche globale multidisciplinaire. Et là, à quoi cela consiste? Essentiellement, information, éducation, l'apprentissage de l'auto-évaluation, c'est-à-dire évaluer lui-même sa maladie, apprentissage de l'auto-prise en charge. Que dois-je faire si j'ai de la fièvre? Comment faire pour voyager? Comment faire si je veux avoir des enfants? Et à l'heure actuelle, en 2019, de plus en plus important, donner quels sont les meilleurs moyens d'information, d'éducation, donner les adresses des associations de patients, donner les adresses des groupements d'éducation thérapeutique et également fournir quels sont les sites web à recommander et à ne pas recommander. Et puis le malade retourne voir son rhumatologue traitant et ses médecins traitants. Mais on voit que toutes les problématiques ne sont pas résolues. Et ce qui est en train de se faire jour, c'est que périodiquement, alors les anglo-saxons disent en anglais Annual Systematic Review, c'est-à-dire revue systématique annuelle, tous les ans, de refaire une petite prise en charge globale par cette équipe multidisciplinaire. Ça, c'est l'idéal. J'avoue que dans mon service, on ne peut pas le faire parce qu'on a trop de patients et donc le périodique est souvent tous les 5 ans où on redemande au malade de refaire un point et de refaire voir un petit peu toutes les facettes de la maladie avec lui. Alors, quand le malade vient dans ce centre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben regardez tout ce qu'on doit faire. On doit s'occuper de voir les comorbidités, on doit l'informer sur sa maladie, on doit l'informer sur ses traitements, on doit lui apprendre à s'auto-évaluer, à se prendre en charge, on doit vérifier s'il adhère bien à son traitement et on doit vérifier s'il n'a pas de maladie associée. Ça fait beaucoup. Et ceci est souvent très mal fait par une seule personne et le mieux, c'est qu'il y ait une approche qu'on appelle multidisciplinaire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne peut pas… Alors bien sûr, tout ça, ça existe. Hein. Alors, si vous êtes à Toulouse, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, il y a ces centres spécialisés, ils le font très bien. Ils ne sont peut-être pas aussi standardisés qu'on le voudrait, c'est-à-dire est-ce que systématiquement, on propose à tout malade une revue systématique périodique? Et surtout, est-ce que le contenu de cette revue ou cette prise en charge globale, est-ce qu'elle est bien standardisée et pourquoi pas elle ne serait pas uniformisée? C'est-à-dire que finalement, que vous soyez à Toulouse, à Strasbourg, à Lille ou à Bordeaux, on ne pourrait pas effectuer et parler du même langage. C'est là où je vais passer là-dessus, c'est là où arrivent les mises en commun d'outils d'information et d'éducation du patient. Alors, personnellement, moi, j'étais impliqué là-dedans sur des outils d'information depuis 1995, où on a fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des livres en 100 questions. Alors, vous voyez sur cette diapositive tous les livres qu'on a fait depuis 1995. Si on se borne à la partie gauche concernant la polyarthrite rhumatoïde, il y a eu 4 éditions sur la polyarthrite rhumatoïde. La dernière édition date de 2006. C'est celle qui est tout en bas à gauche sur la diapositive. 2006, on est en 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Ces manuels d'information étaient distribués par les firmes pharmaceutiques. Pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a eu, attention, 2,3 millions
de livres qui ont été distribués. Pourquoi 2,3 millions alors que probablement il n'y a que 200 à 400 000 patients qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde? Eh bien parce que ces livres, finalement, les infirmières les ont pris, les aides-soignants, les étudiants en médecine, les patients, l'entourage des patients, et c'est pour ça que ça a eu un gros succès. Malheureusement, on n'a pas pu les distribuer après les années 2006, ce qui fait qu'on a tout mis en ligne sur un site qui est www.rhumatisme.net, où on peut voir sous forme écrite tous ces livres. Et ces livres que l'on avait élaborés à l'hôpital Cochin ont été tellement un succès, ces livrets, que d'autres équipes ont voulu un petit peu faire la même chose. Donc, il y a beaucoup de livres qui s'appellent en 100 questions, qui ne sortent pas du tout de Cochin, qui ont été faits par de plusieurs équipes. Vous voyez ici l'exemple sur la sclérodermie, le syndrome de Gougerot-Sjögren. L'idée, c'est quand ces équipes m'ont proposé d'appeler ça en 100 questions, j'ai coordonné tous ces livres à une seule condition, c'est que, les droits d'auteur iraient à la Fondation Arthritis et ne seraient pas distribués aux médecins qui ont écrit le livre. Et deuxièmement, que le contenu de ces livres soit disponible sur le site www.rhumatisme.net. Et puis, le dernier né, je vous ai dit que la polyarthrite en 100 questions, elle datait de 2006. On a décidé de la renouveler en 2019 et la voilà sous forme d'un livre. Alors, la différence par rapport aux autres, c'est que, vous voyez ici le livre physique qu'on peut voir avec le livre papier. Et surtout, c'est que ce livre a été fait par toute une équipe, non pas l'équipe de l'hôpital Cochin à Paris, mais toute une équipe. D'abord avec des rhumatologues experts, vous voyez, Toulouse, Montpellier, Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand ont participé, mais également d'autres personnes sont plus impliquées dans l'éducation thérapeutique, comme Catherine Beauvais à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Sophie Pouplin à Rouen, Christophe à Strasbourg, et puis aussi beaucoup de personnes, de professionnels de santé, des patients et des représentants d'associations de patients, dont l'ANDAR par Sonia. Et de quoi parle-t-on? Comme d'habitude, on parle de la maladie, qu'est-ce que c'est, comment on doit suivre la maladie, mais ça avec une approche telle qu'on la voit en 2019 et un petit peu ce que je vous ai résumé dans la première partie de mon exposé, c'est-à-dire toutes les différentes facettes de la maladie, et que ce soit sur le plan médicamenteux, suivi, mais également que le vécu de la maladie, les aspects sociaux et les aspects pratiques de la vie quotidienne. Alors, je terminerai par cette diapositive, c'est comment se le procurer. Le livre existe, le livre papier, et il est possible de se procurer. Je sais que l'association, je pense que Sonia va confirmer ça, mais comme ils ont participé à l'élaboration de ce livre, il y a eu quelques exemplaires qui ont été donnés à l'association Andar. Sinon, on peut se le procurer via les éditions Maxima. Et comme pour tous les autres livres, si les gens ne peuvent pas se procurer ce livre sous format papier, il y a toujours la possibilité d'aller le regarder sur le site rhumatisme.net où il est disponible. Et je voudrais finir sur quelque chose, c'est que ce livre, pour moi, c'est simplement un exemple de ce que devra être le futur de la rhumatologie. C'est-à-dire, avant, il y avait des centres qui étaient un petit peu renommés dans la prise en charge de patients souffrant de telle ou telle maladie. C'est toujours le cas, mais pourquoi pas mettre en commun l'expertise. Et c'est ça qui a été fait dans ce livre de la polyarthrite rhumatoïde en 100 questions. Et je terminerai sur peut-être quelque chose en anglais, c'est qui dit que si vous voulez aller vite, allez-y tout seul. Si vous voulez aller loin, allons-y ensemble. Alors, ça s'applique parfaitement à la prise en charge de la polyarthrite. Si je veux aller vite dans mon service, je peux organiser une revue systématique, mais si je veux aller loin, j'ai tout intérêt à collaborer avec toutes les équipes nationales, régionales, nationales, voire internationales. Et je pense que c'est ça l'avenir de la prise en charge de la polyarthrite dans les années à venir. Voilà, je vais m'arrêter ici et je suis prêt à répondre à vos questions. Sonia, vous prenez la coordination de ça?
Absolument. Je vais vous transmettre donc les questions qui ont été enregistrées pendant votre présentation. Donc, on a des questions un peu sur tous les sujets. Donc, on va commencer avec la première, comme ça ce sera simple. Quand le centre de la vie est la souffrance, comment ne pas s'isoler? Ah, aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on appelle souffrance. Est-ce que c'est la souffrance, la douleur, le handicap ou le retentissement psychologique? Parce que la souffrance, elle a plusieurs niveaux. Hein. Et c'est là où il y a… On peut demander à Gabrielle de préciser sa pensée, si elle est encore avec nous, je pense. Douleur, handicap, retentissement psychologique. Ou les trois mélangés, parce que souvent, c'est les trois. Oui. Alors, elle nous parle de douleur. Elle nous précise que c'est la douleur, surtout. Oui. Alors, la douleur à l'heure actuelle, la douleur au cours de la polyarthrite chez les patients qui souffrent de polyarthrite fait l'objet, curieusement, à l'heure actuelle, d'énormément de travaux. Là, je sors d'une réunion, j'étais à Barcelone aujourd'hui, où on a parlé de ça toute la journée, sur à quoi est due la douleur au cours de la polyarthrite. Jusqu'à maintenant, c'était facile de dire, soit il y a une inflammation et les gens sont douloureux, soit il y a une destruction articulaire, c'est comme l'arthrose et les gens sont douloureux, ils sont handicapés. Mais finalement, ce que l'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la douleur résiduelle. C'est-à-dire que les malades n'ont pas de destruction des articulations, on a traité l'inflammation et pourtant, les malades se plaignent encore de douleur. Et c'est à l'heure actuelle très intéressant de voir que potentiellement dans l'avenir, on a des sources en tous les cas, des pistes de recherche sur le problème de ce qu'on appelle en anglais la pain sensitization, c'est-à-dire que chez une personne qui a une douleur chronique due par exemple à une inflammation d'une articulation, si vous enlevez l'inflammation, la personne va toujours souffrir de douleur. On a plusieurs hypothèses. Soit il y a eu un dérèglement des voies de la douleur, et dans ces cas-là, c'est au niveau cérébral que ça se joue, dans le cerveau. Ce n'est pas du tout psychologique, c'est simplement un dérèglement des voies de la douleur. Dans ces cas-là, il va falloir donner des médicaments qui vont agir à ce niveau. Il y a une piste qui, pour moi, est très, très intéressante parce que vous allez voir, il y a peut-être une implication thérapeutique. C'est que peut-être que quand il y a eu une inflammation dans une articulation, finalement, il n'y a pas de destruction des cartilages, il n'y a plus d'inflammation, mais cette inflammation, elle a pu altérer les petites terminaisons nerveuses des articulations, dans l'articulation. Donc, en fait, il y a une petite atteinte structurale, c'est-à-dire atteinte non pas du cartilage, non pas des tendons, mais des terminaisons nerveuses. Si c'est ça, sachez qu'à l'heure actuelle, il y a des nouveaux médicaments contre la douleur qui vont être très efficaces pour ce genre. Donc, il y a un espoir là-dessus. Mais pour revenir à la prise en charge, aux questions de l'isolement, encore une fois, ce que j'ai appelé la revue systématique, c'est prise en charge globale. Et dans la prise en charge globale, il y a une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes avec différentes expertises qui vont aider la prise en charge. Alors, certaines équipes ont des infirmières spécialisées, des pharmaciens, des psychothérapeutes, des kinésithérapeutes. Et généralement, un des intérêts de cette approche multidisciplinaire, c'est qu'il y a probablement un des éléments de cette équipe, une personne dans cette équipe qui accroche plus facilement avec le patient et peut l'aider à sortir de son isolement. Merci beaucoup. Très intéressant de savoir qu'il y a des recherches qui avancent sur la prise en charge de douleurs spécifiques. Donc, beaucoup d'espoir pour tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est pas loin. Le problème, c'est que ce sont des médicaments curieux. Ce sont des biothérapies, mais contre la douleur. D'accord. Oui, c'est des biothérapies. Ça s'appelle les anti-NGF, Nerve Growth Factor. Mais ils ne sont pas encore. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ils vont être disponibles ils vont avoir en tous les cas l'autorisation de mise sur le marché très rapidement. Donc c'est vrai douleur et fatigue sont les deux grands mots qui condamnent les patients. Et justement, à propos de la fatigue, on nous pose la question à propos du méthotrexate, de savoir si le méthotrexate provoque une fatigue particulière. Alors, le méthotrexate, oui, quand on regarde les études, et par rapport à ceux qui ne prennent pas de méthotrexate, il y a un certain pourcentage de patients
qui se plaignent de fatigue. Alors, je ne sais pas si c'est un effet direct sur la fatigue ou si c'est, vous savez, quand on prend le méthotrexate, de temps en temps, pendant un jour ou deux, on est barbouillé, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien et on se sent un peu comme très fatigué à cause de ça. Mais oui, le méthotrexate peut être responsable de fatigue. C'est rare que ce soit une fatigue chronique, hein. C'est plutôt les 24-48 heures qui suivent la prise de méthotrexate, on est un peu patraque, hein. C'est la patraquerie du méthotrexate. On n'aime pas trop prendre son comprimé ou son injection. Et ça, on est un peu nauséeux, on se sent fatigué, on ne se sent pas bien. Et la réponse est oui. Mais attention, hein, il ne faut pas mettre sur le dos du méthotrexate toute fatigue, hein, parce que les avantages du méthotrexate sont quand même très, très importants. D'accord. Donc, si la fatigue est permanente, on ne va pas incriminer le méthotrexate sur cette étape. C'est ça. On peut essayer de faire ça, il faut en discuter avec son médecin, tranquille. Vous savez ce qu'on appelle en anglais la shared decision, la décision partagée. L'essentiel, c'est d'être dans la transparence. Et là, peut-être que dans ces cas-là, on pourra dire, bah, écoutez, on va faire l'essai d'arrêter pendant 1 mois ou 2 le méthotrexate. On évalue bien le niveau de fatigue, on arrête le méthotrexate, on revoit ça au bout de 2 mois. Le mieux, c'est d'essayer de reprendre le méthotrexate. Et avec plusieurs tests, on peut savoir si oui ou non, c'est en rapport avec le méthotrexate. Et si c'est oui, malheureusement, il n'y a pas d'antidote si c'est la fatigue du méthotrexate. Il faudra envisager d'autres moyens thérapeutiques autres que le méthotrexate pour traiter ces patients. D'accord. Oui, si la fatigue devient intolérable au quotidien. Et si on a démontré le lien entre méthotrexate et fatigue, hein. Oui, bien pour sûr. Ça, le mieux, c'est en discuter tranquillement avec son rhumatologue, dire, allez, on évalue, on quantifie la fatigue aujourd'hui, on arrête le méthotrexate, on réévalue, on regarde ce qui se passe, et le mieux, c'est de refaire un essai, une réintroduction du méthotrexate, parce qu'il n'y a pas de risque, hein. Le risque, c'est de revoir la fatigue revenir. Et là, si on est sûr que c'est en relation, alors dans ces cas-là, il faut peut-être envisager d'autres moyens thérapeutiques. Sinon, c'est très rare que ce soit une cause d'arrêt du méthotrexate. D'accord, très bien. Alors, toujours sur le méthotrexate, Marion nous demande quels médicaments sont contre-indiqués avec le métho, par exemple en phytothérapie. Phytothérapie, rien du tout. Vous pouvez toute phytothérapie que vous voulez, hein. Non, il n'y a pas de le méthotrexate. Paradoxalement, je pense que les gens ne le connaissent pas bien, il faut faire attention chez l'homme qui a un désir de paternité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il ait des rapports sexuels alors qu'il est sous méthotrexate. Alors que chez la femme, paradoxalement, il faut l'arrêter à peine un cycle avant d'avoir des rapports sexuels potentiellement fécondants. Alors que chez l'homme, il faut l'arrêter 3 mois avant. Parce que sinon, les spermatozoïdes qui sont fabriqués pourraient être responsables de malformations utérines. Sinon, il n'y a pas honnêtement, avec le méthotrexate, il n'y a pas, aux doses que l'on utilise, aux doses qu'on utilise en rhumatologie, il n'y a pas de contre-indication avec des médicaments, sauf peut-être le Bactrim, qui est un antibiotique. D'accord. J'avais entendu, par exemple, qu'il ne fallait pas prendre son méthotrexate avec du jus de pamplemousse. Oui, alors le jus de pamplemousse, il interfère avec un certain enzyme et c'est vrai que globalement, on préconise de manière simple, prenez autre chose que du jus de pamplemousse. Voilà. Tout simplement. Parce que ça peut interférer avec d'autres médicaments également. Il n'y a pas que le méthotrexate avec lequel ça peut interférer. Ce n'est pas spécifique au méthotrexate. Mais c'est vrai qu'on dit, si vous avez à prendre des médicaments de manière chronique, prenez autre chose que du jus de pamplemousse. Et surtout, ce n'est pas tellement le jus de pamplemousse, c'est surtout le pamplemousse, hein, c'est la peau du pamplemousse. Et souvent, dans le jus de pamplemousse, c'est tout le pamplemousse qui a été… On a fait le jus à partir du pamplemousse. Voilà. Donc, on évite aussi au petit déjeuner le demi-pamplemousse si on prend son médicament. Oui. Ou alors, il faut vraiment faire le tri de bien enlever toute la peau. Ok. Jean-Pierre nous demande si le traitement Méthoджect et Humira augmente les problèmes veineux. Veineux, d'insuffisance veineuse. Alors, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'études sur les manifestations thromboemboliques. Alors, ça veut dire quoi, manifestation thromboembolique? C'est-à-dire la phlébite et l'embolie pulmonaire. En fait,
au cours de la polyarthrite rhumatoïde, le risque de phlébite est un peu plus élevé que dans la population générale. Est-ce qu'il y a des médicaments qui augmentent ce risque? En fait, d'habitude, ils le diminuent. Si on a un traitement efficace, on diminue ce risque. Pourquoi? Parce que un malade qui a une maladie inflammatoire, très inflammatoire, ça l'empêche de marcher, il est au repos, il ne marche pas beaucoup, et quand on ne marche pas beaucoup, il y a ce qu'on appelle une stase veineuse, et dans ces cas-là, il y a un risque de phlébite plus important. Ce qui fait que si on a un traitement efficace, d'habitude, on devrait avoir une diminution du risque. Mais autrement, non, il n'y a pas d'événements indésirables directs liés ni au méthotrexate, ni que ce soit par voie orale ou par voie sous-cutanée, comme le méthotrexate, ou les anti-TNF comme l'Humira, l'adalimumab. Pas de risque veineux. Il y a une discussion à l'heure actuelle pour savoir si les nouveaux médicaments, les JAK kinases, qu'on appelle le tofacitinib, qui est commercialisé sous le nom de Xeljanz, ou le baricitinib, qui est commercialisé sous le nom de Olumiant, là, on se pose la question de savoir s'il ne pourrait pas y avoir un tout petit risque. Mais sinon, pas avec les anti-TNF et pas avec le méthotrexate. Ok. Marion encore nous demande, en cas de cure de 3 semaines, quels sont les soins à privilégier quand on a une polyarthrite? Alors, ça dépend ce que vous avez. Une cure, ça veut dire quoi une cure de 3 semaines? Je pense une cure thermale. Alors, tout est bon sauf l'eau. Alors, cure, j'aime pas trop le terme cure thermale, parce que cure veut dire guérir, et thermale voudrait dire guérir par l'eau. Et en fait, l'eau ne guérit pas du tout. Alors, si vous allez dans une station thermale, faites tout ce qu'ils vous proposent. Peut-être pas boire, ça ne sert à rien. Par contre, tout ce qui va être pris ce qui serait bien, et beaucoup de stations maintenant le font, c'est profiter que la personne vienne dans un environnement un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire une station thermale, pour avoir une prise en charge globale, un petit peu ce que j'ai présenté. Et pourquoi pas le faire au moment d'un séjour dans une station thermale où il y aurait l'information, l'éducation, la kinésithérapie, la balnéothérapie, et tout ça expliqué aux patients. C'est peut-être un lieu privilégié pour avoir ce que j'ai appelé la revue systématique de la polyarthrite. Mais l'eau en soi, non. D'accord, merci. On a une autre question. La cortisone occasionne-t-elle des problèmes gastriques intestinaux avec diarrhée persistante? La cortisone, elle est responsable de beaucoup de choses. Paradoxalement, on se bat toujours en France et comme dans beaucoup de pays, parce que la cortisone est un médicament fantastique. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez comment on a découvert la cortisone. C'est grâce à des femmes enceintes qui souffraient de polyarthrite rhumatoïde. En 1937, il y a un médecin qui s'est dit, c'est curieux, quand j'ai des malades qui ont une polyarthrite et qui tombent enceintes, qui sont enceintes, la polyarthrite va mieux. Donc, il doit y avoir quelque chose dans le sang de ces malades qui les améliore. Il a fait des prises de sang à ces malades et il a découvert la cortisone. Donc, la cortisone a été découverte grâce à des patients souffrant de polyarthrite et grâce à la constatation qu'au cours de la grossesse, la polyarthrite s'améliorait. Alors, ça a été une découverte extraordinaire. En 1950, on a traité les premiers malades, mais sachez que la dose qu'on a utilisée dans les années 50, c'était à peu près 800 mg par jour. 800 mg par jour. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était catastrophique au point de vue tolérance. Bon, aujourd'hui, on ne traite plus comme ça, mais il n'en reste pas moins vrai qu'à l'heure actuelle, il y a encore trop de patients qui prennent de la cortisone. Pour répondre plus spécifiquement à cette question, la cortisone, pour le tube digestif, c'est essentiellement responsable, ça peut être responsable, ça facilite des ulcères à l'estomac, ça facilite les diverticulites, ce qui peut être une complication grave sur le plan digestif, mais je ne suis pas au courant que ça puisse donner une diarrhée chronique. D'accord. Et donc, ça rejoint un peu une autre question que nous posait Françoise. Peut-on prendre de la cortisone à long terme? Tout va être une question de dosage.
Il y a plusieurs écoles. Tout le monde s'accorde à dire il ne faut pas prendre la cortisone à long terme. La cortisone est très utile quand le malade est très inflammatoire. Par exemple, on veut démarrer du méthotrexate ou un autre traitement. Alors, pendant une courte période, la plus courte possible, on va donner de la cortisone et après, on va l'arrêter. Le but, c'est d'essayer la cortisone zéro. Pendant très longtemps, on s'est dit, oh, est-ce que c'est zéro qu'il faut ou est-ce qu'il n'y a pas une dose acceptable? Alors, certains disent que la dose acceptable, c'est moins de 7 mg par jour ou moins de 5 mg par jour. Moi, j'avoue que Alain Cantagrel de Toulouse, le professeur Cantagrel, et maintenant j'adopte ça, c'est le maximum, c'est 0,1 mg par kilo par jour. Alors, faites un calcul en fonction de votre poids. Si vous pesez 50 kg, multiplié par 0,1, ça fait 5 mg par jour. Il ne faut jamais aller au-delà de 0,1 mg par kilo et par jour. Si vous faites 70 kg, ça fait 7 mg par jour. Mais 0, c'est mieux que 7. Hein. Par exemple, le risque de cataracte, il existe entre 0 et 5 mg. Là, on a revu tous les patients qui avaient été inclus dans le développement du baricitinib et on a regardé qui avaient des infections. Eh bien, ceux qui prenaient la cortisone, même entre 0 et 5 mg. Donc, la tendance actuelle, c'est de dire la cortisone, c'est un médicament fantastique, mais si possible de très courte durée et si possible avec diminution rapide jusqu'à 0. D'accord, très bien. J'essaie de faire un peu le tri parce qu'il y a quand même des questions qui se recoupent un peu. Il y en a une qui est intéressante et qui, je sais, va vous intéresser. On nous parle de rémission. Ils m'ont dit « je suis en rémission », mais c'est quoi pour les médecins être en rémission? Alors, si vous avez une maladie, que je vous donne un traitement, la maladie s'en va, je vous arrête le traitement, la maladie ne revient pas. Ça s'appelle la guérison. Hein? Si par exemple vous avez une pneumonie, je vous mets aux antibiotiques, la pneumonie s'en va, et puis c'est fini. On n'en parle plus, c'est guéri. Si vous avez une polyarthrite, je vous donne un traitement, la maladie s'en va. Vous êtes en rémission. Il y a plus les médecins appellent ça, il n'y a plus d'inflammation. Hein? Mais si j'arrête le traitement, il y a un risque que la maladie revienne. Et si la maladie revient, donc vous étiez non pas en guérison, mais vous étiez en rémission. Rémission, ça veut dire que la maladie est inapparente, mais que sous traitement. Et que si j'arrête le traitement, elle pourrait rechuter. D'accord. Alors souvent, les malades, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question, parce que souvent les malades ne sont pas très contents quand on leur dit qu'ils sont en rémission, parce que justement, c'est comme la personne précédente, mais j'ai mal. Le patient, le docteur, il me dit que je vais bien, mais moi, je me sens mal. J'ai toujours mal. Mais la rémission, souvent, c'est il n'existe plus de signes inflammatoires de la maladie. D'accord. Donc, elle est contrôlée. Elle est contrôlée, elle est bien contrôlée. Et ça, le médecin est content. Pourquoi? Parce que quand le patient n'a pas de signes inflammatoires, on sait qu'il est à l'abri de dégâts de ses cartilages, de ses tendons, il n'aura pas de déformation articulaire dans 10 ans et il ne court pas le risque d'avoir de nécessiter une prothèse de hanche ou de genou ou d'épaule parce qu'il n'y a pas d'inflammation. Alors, on a une question intéressante, elles sont toutes intéressantes, mais on nous questionne sur comment peut-on bénéficier d'une prise en charge globale quand on habite en zone rurale et que la présence du rhumatologue est assurée seulement 2 demi-journées par mois à l'hôpital et qu'il n'y a pas de rhumatologue en libéral. Et c'est une question qui est reprise par plusieurs personnes en expliquant que voilà, une fois le rhumato libéral parti en retraite, c'est devenu très compliqué et que la prise en charge varie selon les endroits. Donc, les patients se désolent un peu de ces différences de prise en charge et d'accès. Oui, j'ai tout à fait conscience du problème de la ruralité. Sachez que dans l'urbanité, ça existe aussi. Parce que ce que j'ai présenté, que je pense absolument nécessaire, on n'y arrive pas aujourd'hui. On n'arrive pas à proposer à 100% des malades une prise en charge optimale, c'est-à-dire ce qu'on appelle une prise en charge en anglais holistique ou prise en charge globale, multidisciplinaire ou revue systématique. Et c'est vrai que doit se poser très rapidement la question de la généralisabilité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on met un programme en place, il faut s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier.
Alors, en France, il y a quand même un petit souci. Moi, j'ai passé quelques temps aux États-Unis, en Amérique du Nord, à Toronto. Toronto, c'est une ville au Canada. La moyenne de déplacement des patients était de 240 km pour consulter un rhumatologue. À la Mayo Clinic, qui est dans un petit pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, la moyenne est à 600 km. 600 km. Et absolument pas remboursé par n'importe quelle prise en charge. Donc, le patient faisait 600 km pour aller voir son rhumatologue. Et bien, c'est le centre, à la Mayo Clinic, qui organisait cette prise en charge globale. Puis, les patients, ils venaient de plusieurs endroits du pays, États-Unis d'Amérique, hein, je parle. Donc, je pense qu'en France, il va falloir organiser parce que, quel que soit le centre, je pense que si à 50 ou 100 km près, on doit trouver un centre. On a de la chance en France, hein, on a encore des centres de rhumatologie. Bon, peut-être qu'il va falloir faire les 50 km pour aller dans ce centre. Ok, très bien. Alors, si on fait, je veux insister sur l'avantage de ce livre, par exemple, qui a été fait par une équipe nationale, c'est que si on met en place des programmes, avec aujourd'hui les moyens de communication, regardez ce qu'on fait en ce moment, ça aide, ça fait partie. Les associations de patients peuvent être partie prenante, on a des nouvelles technologies, et je pense que la pénétration dans les zones rurales sera facilitée par la technologie. Si, bien entendu, Internet arrive dans les zones rurales. Oui. Ça devrait être ça va dans le bon sens, on va dire. Oui. On a une question, je reviens un peu sur la cortisone parce que je crois que c'est quand même un sujet important, c'est comment on arrête la cortisone. Parce qu'un arrêt brutal… Alors là encore, je fais partie d'un groupe de travail international où on s'est posé la question, on a discuté avec les endocrinologues. Pourquoi ? Parce que les rhumatologues, d'habitude, ils ont peur d'arrêter. La cortisone, c'est quoi ? La cortisone, c'est une hormone qui est sécrétée normalement, chez vous, chez moi, par une glande qui est au-dessus du rein. Au-dessus, c'est sur le rein, ça s'appelle la glande surrénale. Et tous les jours, nous fabriquons de la cortisone, surtout quand nous sommes stressés. Et c'est absolument nécessaire à la vie, cette cortisone. Si je prends de la cortisone médicament, mes glandes au-dessus des reins, les glandes surrénales, vont s'arrêter de travailler. Si je prends la cortisone longtemps comme médicament, et si j'arrête brutalement la cortisone, il y a le risque que ces glandes ne repartent pas, ne redémarrent pas. Et dans ces cas-là, il y a un risque d'insuffisance surrénale. Ça, c'est les rhumatologues qui ont peur de ça. Et c'était très intéressant de voir que les endocrinologues, ceux qui s'occupent des hormones, eux disaient, nous, on fait très attention d'arrêter doucement parce qu'on a peur que le rhumatisme s'envole dès qu'on va arrêter, si on arrêtait brutalement. En fait, il y a une étude qui vient de se terminer là, et qui a été présentée au Congrès américain de rhumatologie, disant que finalement, c'était peut-être pas si dangereux que ça d'arrêter brutalement. Donc, on continue toutefois par prudence à arrêter progressivement, avec chacun à sa petite cuisine, hein, de 1 mg tous les 15 jours ou tous les 8 jours, jusqu'à 0. Et puis, on vérifie. D'autres ont tellement peur que la glande surrénale ne reparte pas, qu'il y a d'autres procédés, des procédures pour suppléer pendant quelque temps la glande surrénale. Merci beaucoup. On a une question, là on revient un peu aux métaux. Quels sont les risques de ne pas prendre l'acide folique quand on est sous méthotrexate ? Alors, toutes les études montrent que si les gens ne prennent pas de l'acide folique, au moins à la dose de 7 mg par jour. Donc, aux États-Unis, l'acide folique, c'est du 1 mg. Ils en prennent 1 mg tous les jours. Donc, là, c'est facile. Tous les jours, il y a un comprimé, 1 mg. En Europe, l'acide folique est distribué sous forme de comprimé à 5 mg. Donc, je répète, il faut prendre au moins 7 mg. C'est-à-dire qu'en France, en pratique, c'est au moins 2 comprimés. Hein, généralement, c'est de la spéciafoldite. Alors, si les gens ne prennent pas de supplémentation en acide folique, d'abord, on se pose la question, pourquoi ne pas en prendre ? C'est une petite vitamine, c'est vraiment pas toxique. C'est ce qu'on donne aux femmes enceintes pour que le bébé n'ait pas de problème. Donc, on se pose la question, pourquoi ne pas en prendre ? Il n'y a aucune contre-indication à la prise d'acide folique. Et si on n'en prend pas,
eh ben, il est possible que des petits signes d'intolérance comme la nausée, des petites choses comme ça, de ne pas se sentir trop bien. On parlait de fatigue tout à l'heure. Ça peut être, c'est ça qui peut être induit. Mais attention, il peut y avoir des complications un peu plus sévères, en particulier les atteintes hématologiques, c'est-à-dire le sang, les globules rouges qui pourraient diminuer dans le sang. Donc, non, c'est sûr, la recommandation, elle est forte, elle est là. Il faut prendre de l'acide folique quand on prend du méthotrexate. Ok, il ne faut pas l'oublier surtout. Il Il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'il faut le prendre à distance du méthotrexate. Donc, ça fait 2 jours à ne pas oublier par semaine, quoi. Un jour, on prend son méthotrexate et au moins 2 jours après, on prend son acide folique, sa spécial folie. Ben, c'est parfait, c'était très très clair. Peut-être une dernière question, parce qu'on a eu de nombreuses questions, donc j'ai essayé de faire un peu, un peu le tri, mais c'est pas simple. Désolée pour ceux dont je n'ai pas transmis la question, ne soyez pas fâchés. Non, mais la réponse, elle est dans le livre. Hein. Toutes ces questions-là, elles sont abordées dans le livre. Tout est expliqué dans ce livre que vous pouvez même voir en ligne sur le site que vous n'oublierez pas, rhumatismeaupluriel.net. On va remercier chaleureusement le professeur Dougados pour tout le temps qu'il nous a consacré. Il vient juste de débarquer d'un avion et il repart demain. Donc, c'est vous dire comme il a eu la gentillesse de nous consacrer sa soirée quand même. Donc, Monsieur Dougados, merci. Merci encore. Je vous en prie, c'est bon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à partager le replay qui va se générer dès que nous aurons terminé, à voir et à revoir et à conseiller autour de vous. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain avec le professeur Sarraud de Brest qui va nous parler du risque cardiovasculaire. Voilà, donc le mardi 12 février à 18h30 comme d'habitude. Très bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là et merci encore au professeur Dougados. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.